Pour de vrai, c'est écrit partout, là, ils disent partout, ne pas t'assurer avec ta banque pour ton hypothèque. T'es plus cher, t'es moins bien couvert, puis en plus, la personne qui va te faire l'assurance n'a pas de permis d'assurance. Ok, il n'est pas conscient de sécurité financière. Il n'analysera pas ta situation. Il va jamais te dire, t'en as pas de besoin. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 8 du podcast Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis avec Charles-Olivier Gauthier, planificateur financier indépendant. Je me l'ai fait référer par un de mes bons amis à moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec de finance, d'assurance. Salut Charles. Salut Mister, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Yes, top shape. Yes. Super content d'être ici d'ailleurs. Merci de l'invitation. Je trouve que c'est une belle avenue là, de mixer un petit peu immobilier, finance. Ouais, Je vraiment. pense que ça va être intéressant pour tes auditeurs là, de voir un petit peu l'opinion d'un gars de la finance avec un gars de l'immobilier. Je pense que ça va être intéressant pour faire des belles petites discussions. Assurément. Puis écoute, j'aimerais que tu me parles de toi un petit peu, de ton parcours, d'où tu viens, comment tu finis, comment t'as fini comme planificateur financier finalement. Ouais, en fait, j'ai pas fini comme PF. C'est vraiment, quand je dis PF, tout le monde là, c'est planificateur financier, ok. Je trouve que c'est plus facile à dire PF. Donc, j'ai pas fini PF. En fait, c'est vraiment depuis que je suis tout jeune, moi, que ça a commencé. Mon père faisait ce travail-là, puis je me souviens là, à un jeune âge, je regardais mon père travailler, puis tu sais, je regardais comme gérer ses clients, puis il y avait un bureau à la maison. Fait que j'avais la chance de le voir travailler avec ses clients, puis j'aimais la relation qu'il avait, puis la liberté qu'il avait aussi. Ça vient avec comme tout un package. Fait que puis même tout jeune, mes parents, dans le fond, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont comme mis mes allocations pour enfants, qui recevaient eux de côté pour nous faire comme des placements. OK. J'étais comme le seul enfant, moi, qui était intéressé à ça. T'sais. Je m'assoyais avec mon père, j'étais jeune, là. J'avais, écoute, 10-11 ans, puis on s'assoyait ensemble, puis il me montrait les graphiques, puis tout ça. Fait que tout jeune, là, je savais que je m'en allais en finance. Il y en a souvent, ils se cherchent longtemps. Moi, ça a été quand même une ligne droite à ce niveau-là, à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis aujourd'hui, je suis super content de ça. Sinon, ben écoute, ça repart. J'ai eu un parcours un petit peu atypique, je te dirais. C'est pas un parcours normal, là, c'est un synonyme. Mais j'ai commencé, dans le fond, évidemment, je suivais mon père, tout ça, donc j'étais allé faire mes études. J'ai fait mon bac à l'UQAM en finance. Pendant mon bac, j'ai eu un bel événement surprise dans ma vie. Donc, j'ai eu mon petit gars. Quand j'ai eu 19 ans, j'ai su que j'allais être papa. Okay. Pendant que j'étais au bac en finance, pendant que je prévoyais lancer un business. Fait que c'était quand même un beau défi, là. Un très beau défi. Je me souviens que, dans le fond, la mère de mes enfants, elle a accouché de mon fils, puis j'étudiais dans la salle. Là. J'étudiais là, juste avant, là, comme... Non, avant que ça arrive. Avant l'événement principal, mettons, là, j'étudiais dans la chambre de l'hôpital pour des examens finaux. Puis d'ailleurs, il fallait que je dise à mes profs dans les examens, mettons, j'avais des séances d'examen, il fallait que je dise aux profs que je laissais mon sel sur la table au cas où que j'avais un call de l'hôpital que... Tu comprends? Oh my God. Fait que, bref, j'ai eu mon fils, j'ai commencé en même temps, j'ai débuté à mon compte pour une compagnie d'assurance au départ. Il serait Alliance, pour ne pas la nommer. Puis ensuite, donc j'ai fait un 6-7 mois là-bas. C'était bien correct, c'était une super bonne école. Quelqu'un qui commence, puis je savais très bien qu'éventuellement, j'allais quitter pour aller rejoindre mon père, qui avait dans le fond, son propre cabinet indépendant. Son propre bureau, là, autonome, là, qui gérait depuis 30 ans. Fait que j'ai quitté Industrie Alliance. Ensuite, j'étais allé avec mon père. On travaillait ensemble conjointement pendant 2 ans, pendant que je continuais mes études à l'université. Parce que mon père, c'était important pour lui que je devienne planificateur financier avant de faire une transaction avec moi. Malheureusement, c'est la maladie de mon père qui l'a comme forcé un peu à quitter le domaine. Fait que en 2019, on a fait une transaction ensemble, donc j'ai acquis comme sa clientèle. Puis depuis, donc j'ai terminé toutes mes études, planificateur financier, conseiller en sécurité financière, représentant d'épargne collective, donc pour les placements, l'assurance, la planif. Puis j'ai aussi le permis de marché dispensé pour les produits qui sont pas cotés en bourse. Fait qu'on peut faire le tour d'un client là. Quand les clients viennent chez nous, on peut vraiment faire le tour. Puis aujourd'hui, ben là, j'ai deux conseillers qui travaillent qui sont rattachés à mon cabinet, que j'agis à titre de mentorat, tu sais, je les aide. On s'aide tous les trois, en fait, là, mais tu sais, on a chacun nos trucs. Puis moi, je suis comme c'est moi qui ouvre le bureau, mais eux, ils sont rattachés au bureau. Puis sinon, ben aujourd'hui, on travaille principalement avec des familles, des corpos, des gens d'affaires. On se spécialise beaucoup dans les gens d'affaires, justement, là, les gens incorporés. Puis on est un bureau, là, on est situé à Mascouche.
Terrebonne, Mascouche, dans ce coin-là, mais on fait affaire vraiment partout au Québec. Puis voilà. Puis, on est indépendant, là. Tu sais, c'est vraiment un cabinet, là, tu rentres chez nous, là, c'est vraiment comme aucun produit maison à vendre, c'est vraiment, on a accès au marché au complet. Puis comme j'aime dire, je travaille comme un bon père de famille, je fais aux clients ce que je ferais à mon père, à ma mère, à mon frère. Mm-hmm. Tu me sens vraiment beaucoup humain aussi dans ton approche, puis on en avait parlé un petit peu avant l'enregistrement, la façon que tu travaillais, puis je trouvais ça vraiment... Je trouve que ça me parle beaucoup, t'es à l'écoute de tes clients, puis toi, comme planificateur financier, c'est quoi ton rôle? Comment que... Ouais. En fait, c'est moi qui t'ai coupé un peu, mais je veux savoir un peu ton rôle, toi, comme planificateur financier. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens, finalement? Ouais. En fait, là, on va vraiment parler ça du chapeau de planificateur financier parce qu'évidemment, j'ai comme 4 chapeaux, comme j'ai dit tantôt, j'ai comme 4 permis qui me permettent de faire bien les affaires. Le titre de PF, c'est un peu je compare ça, j'aime beaucoup comparer ça à un médecin général. Donc, quand les gens ont un souci dans leur santé, le premier réflexe, on va aller voir le médecin de famille, le médecin général, OK? Donc, moi, les gens, quand ils ont une question financière, ils ont une inquiétude, ils ont un plan qu'ils veulent mettre en place, le premier réflexe, en général, ça devrait être d'aller voir ton planificateur financier, qui est ton médecin généraliste de la finance. OK? Donc, en tant que PF, moi, je vais recevoir les clients qui ont des soucis, qui veulent planifier, tout ça. Le planificateur financier, en fait, il va toucher à 7 domaines. OK? On a 7 branches dans lesquelles on va comme aider les clients. Donc, puis les gens, des fois, sont surpris, là, mais il y en a vraiment 7. C'est pas juste de faire un placement puis de gérer la retraite, là. Donc, il y a l'aspect légal. On peut regarder au niveau, tu sais, conseiller les gens. On fait pas de testament, on fait pas de mandat, mais on va conseiller les gens. État matrimonial, mariage. Donc, on a des connaissances à ce niveau-là. Évidemment, il y a l'assurance, gestion des risques. Donc, assurance vie, assurance invalidité, assurance salaire, assurance maladie grave. Tout ce qui est pour couvrir les événements, pas le fun de la vie, là, les risques qu'on n'a pas le contrôle dessus finalement. Côté fiscal, donc fiscalité, super important. Fiscalité, je te dirais que c'est vraiment comme ils se font dans les 6 autres. Là. Il y a de la fiscalité un peu dans tout. Côté placement, côté retraite, puis côté succession. Okay. Donc, tu sais, c'est vraiment, même, on fait le tour, là. Oh, oui. Un mandat de PF, là, tu sais, on fait pas nécessairement des mandats avec tout le monde, là. On peut faire des mandats globaux, mandats partiels. Mais tu sais, on fait pas ça avec tout le monde, là. C'est vraiment comme, c'est de longue haleine, puis faire le tour de tout ça d'un client. Tu sais, Mais le client, par contre, il va se sentir vraiment encadré dans toutes les Oui, mais c'est pas tous les clients qui ont besoin de toucher tu sais, d'analyser en profondeur les 7 points, tu comprends? Fait que souvent, les gens, tu sais, vont, tu sais, souvent, ça va être pour des placements, de l'assurance. Ça, c'est comme il y a des produits de reliés à ça. Fait que moi, dans le fond, mes autres chapeaux, évidemment, je suis spécialisé, j'ai mon permis en épargne collective, donc en placement, et en assurance de personnes. Donc, le médecin généraliste qui va référer, mettons, à un gastro-entérologue ou à un pneumologue, parce que, bon, c'est plus loin que son expertise, ben moi, au lieu de référer à quelqu'un pour des placements ou un gars d'assurance, c'est moi-même comme in-house qui peut faire ces transactions-là, qui peut optimiser la situation du client au niveau de ses placements, au niveau de ses assurances, et tout le reste. Le but principal, c'est d'optimiser justement les sous que le client va amener puis qu'il va placer. Ouais, ben plus les sous, c'est vraiment comme le PF va optimiser, prendre une photo aujourd'hui, on veut se rendre là, on va optimiser dans les 7 branches pour faire en sorte que tu te rendes de la meilleure façon. Puis on va plus parler de gérer du patrimoine. On va gérer le patrimoine. C'est pas juste comme les sous. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est souvent on pense à ça. Ouais, c'est le côté placement. Exact. Mais c'est vraiment comme on va gérer les actifs du client, puis on va essayer d'optimiser son patrimoine, faire en sorte que, par exemple, à la retraite, au niveau du décaissement, on va s'assurer qu'au niveau fiscal, ça soit le plus fiscalement avantageux possible quand tu vas retirer 1 pièce à la retraite. C'est des choses que, tu sais, il y en a beaucoup maintenant là qui investissent de manière autonome, puis c'est correct, là. Mais tu sais, c'est pas juste de placer de l'argent puis d'attendre que ça monte puis t'as rien d'autre à faire, tu sais, il y a plus loin que ça, là. Puis si, mettons, moi, je suis un nouveau client qui veut venir chez toi puis qu'on commence ensemble, c'est comment que ça fonctionne? Est-ce que tu fais des rencontres initiales? En fait, les clients, c'est sûr que maintenant, depuis la COVID, on utilise beaucoup les vidéoconférences pour les gens qui sont plus loin. Mais on a un bureau physique à Mascouche, là, qu'on reçoit des clients. Sinon, on peut se déplacer aussi, mais en général, les gens viennent au bureau. Fait que les gens viennent me voir, il y a pas d'honoraire pour me rencontrer, on rencontre les gens, je pose des questions, on fait l'étude de la situation, puis par après, ben là, on sonne des cloches, des signaux d'alarme. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un manque? Est-ce que tu es bien seté? Est-ce que tu pourrais améliorer telle chose de ta planification? Oui. Bon, ben, voici ce que je te propose. Puis après ça, moi, tu sais, je suis le gars, je te l'ai dit tantôt, je suis 0 vendeur dans la vie. C'est vraiment comme, garde, voici, je te recommande. Prends le temps d'y penser si tu veux.
Moi, je te conseille ça, puis c'est ce que je conseillerais à mon frère, c'était dans la même situation que toi, à un de mes proches. Il n'y en a pas de problème, tu sais. C'est vraiment, les gens font affaire avec moi parce que ça leur tente. Il n'y a jamais de pression, puis c'est un peu ma marque de commerce. C'est indépendance, puis t'as jamais le sentiment que tu te fais pousser quelque chose, un produit ou... C'est tout à ton honneur de travailler comme ça, puis ça donne encore plus le goût de t'écouter, puis C'est avec tout le bagage que t'as, Mm-hmm. ben de t'écouter, puis faire comme j'ai un professionnel qui va me conseiller, pas juste finalement sur mes finances, mais sur plusieurs aspects. Puis, si je te dis CELI, REER, RAP, est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Je pense que c'est des questions que j'ai souvent, moi, fait que je trouve ça important. Oui, puis malheureusement, à l'école, on apprend bien des affaires, mais souvent, tu sais, c'est des notions pour moi qui sont de base parce que j'ai appris ça tellement jeune, puis il y a tellement... Je rencontre des gens qui ont genre 55 ans puis qui savent pas qu'un CELI, tu peux investir ça dans des produits, mettons, de placement pour faire des sous. Ils pensent que c'est un compte chèque à la caisse à 2% d'intérêt, tu sais. Fait on va en parler, OK, le CELI. D'ailleurs, le CELI, compte épargne libre d'impôt, que je pense qu'on devrait renommer pour le CPLI. Ça devrait être un compte de placement libre d'impôt. On devrait appeler ça comme ça. Parce que là, les gens, ils ont comme en appelant ça un compte d'épargne, tu sais, de l'épargne, c'est un peu comme FAD, c'est comme... Ça fait fonds d'urgence. C'est très ce qui est véhiculé dans les institutions financières souvent. Ton CELI, c'est ton fonds d'urgence. On met de l'épargne là-dedans. Donc, un compte d'épargne, moi, ça me fait pas penser à de la croissance. Ça me fait penser à, j'ouvre un tiroir, je mets 20$ par semaine, puis, tu sais. Arrivera ce qui arrivera. C'est ça, ça va tranquillement, tu sais. Fait que je pense que ça devrait s'appeler un compte de placement libre d'impôt pour que les gens puissent vraiment comme voir l'opportunité qu'on a d'avoir le CELI. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que c'est limité, hein. C'est parce que c'est un abri fiscal important. Puis les gens, malheureusement, ils l'utilisent pas de la bonne façon souvent. Le CELI permet d'investir des sous à l'abri d'impôt. Et tout le rendement qu'on va faire là-dedans va être net d'impôt. OK? Ton CELI, t'as placé overall dans ta vie, t'as mis 100 000. Un jour, ben là, on est à 88 000 de maximum, là, mais je te fais un exemple. Admettons, t'as mis 50 000. Dans 5 ans, ça vaut 350 000. T'as fait un beau coup. Tu le retires d'un coup, dans l'année fiscale, aucun impôt. Fait que, tu sais, pourquoi les gens mettent ça dans un compte fonds d'urgence qui ne rapporte pas? Dans le fond, là, ton CELI, si tu le places dans des choses qui ne rapportent pas, ton abri fiscal, tu t'en sers pas. Parce que si tu fais pas de rendement là-dedans, c'est le rendement qui est net d'impôt, tu sais. Fait que si t'en fais pas beaucoup, tu ne maximises pas l'effet d'un CELI. Moi, je conseille aux gens de placer dans le CELI de façon agressive, dépendamment de ta tolérance au risque, là, et ton âge, tout ça, là. Mais tu sais, des gens dans trentaine, quarantaine, là, des CELI, ça devrait être placé dans des produits de croissance, selon moi, pour générer du gros gain, pour ne pas payer d'impôts qu'on le retire. C'est logique, là. Si tu fais pas beaucoup de gains, dans le fond, ton abri fiscal, t'en es pas servi tant que ça. Tu me suis? Oui. Donc, CELI, maintenant, REER, régime enregistré d'épargne retraite. OK? Le REER souvent, on va associer ça à la retraite, donc il y a le mot retraite dedans, bien qu'il y a d'autres options avec le REER, dont le RAP. Fait que le REER, en fait, va permettre de contribuer. Donc, tu peux contribuer dans ton REER à hauteur de 18% de ton revenu par année. Donc, tu es limité, évidemment, encore une fois, vu que c'est un abri fiscal. Donc, le REER, quand on contribue au REER, quelqu'un qui gagne 100 000 par année, met 10 000 dans le REER, son revenu imposable à la fin de l'année va tomber à 90 000. Donc, le 10 000 qu'il a pris en REER, on va lui rembourser son impôt qu'il a payé sur ce 10 000-là. Donc, c'est une déduction que va te permettre de réduire ton revenu imposable dans l'année pour payer moins d'impôts. OK? Évidemment, il y a le côté impôt, mais il y a un côté que les gens souvent oublient. Il y a aussi le côté régimes sociaux du gouvernement. Donc, par exemple, quelqu'un qui a, je te donne un exemple, un couple ou une mère monoparentale, mettons, ou un homme monoparental qui a 3 kids à la maison, si elle prend un REER, non seulement elle va trouver des impôts, mais elle va aussi venir bonifier ses allocations canadiennes pour enfants, Québec, fédéral. Elle peut avoir droit à des crédits d'impôt supplémentaires parce que elle est en bas d'un certain seuil. Fait que, c'est comme un double dip, là. Tu sauves l'impôt, puis tu bonifies tes régimes sociaux du gouvernement. Fait que, faut regarder souvent ces règles-là. Faut pas juste se fier à l'impôt. Fait que le REER permet une déduction fiscale, évidemment. Donc, vu qu'on parle d'impôt, le REER, plus tu as un revenu qui est élevé, plus le REER va valoir la peine. Fait que quelqu'un qui gagne, là, je te dis ça, toutes circonstances étant égales par ailleurs, là, quelqu'un qui fait 150 000 par année de revenus imposables, donc du salaire, fort à parier que le REER va être plus avantageux que le CELI. On va conseiller le REER avant le CELI. OK. OK? Dans cette situation-là, c'est une cas par cas. Mais, mettons, un homme célibataire de 25 ans, qui a pas de kid, qui a un fonds de pension, il travaille chez Hydro-Québec, mettons,
là, ça fait pas de sens ce que je vais dire. Il travaille chez Hydro-Québec, puis il gagne 30 000 par année. Mettons, OK? On sait qu'Hydro sont mieux payés que ça, puis ils ont des bons fonds de pension. Mais, mettons qu'il gagne 35 000 par année, puis qu'il a un fonds de pension, puis qu'il n'y a pas d'enfant, je vais lui recommander le CELI avant le REER. Parce que son taux d'imposition ne justifie pas de venir baisser le taux d'imposition. On me suit? Là, je suis pas fiscaliste, là, je suis pas comptable, j'ai pas la tête d'impôt devant moi, mais entre 55 000 puis 90 000 au Québec, t'es dans la même tranche d'impôt. OK, il y a plus ou moins là, une couple de mille, là. Donc, t'es à 37,12% d'impôt, si je me fie à ma mémoire, là, dans cette braquette-là. Fait que tu fasses 90 000 ou que tu gagnes 60 000, ton taux marginal sur le dernier dollar gagné, donc ton effet sur ton REER, ta cotisation REER, va te rapporter le même argent. OK? Au-delà de 90, là, tu tombes dans les 40% et plus de retour d'impôt. Commence à valoir vraiment la peine. Okay. On suit. Fait que plus le revenu est élevé, plus le REER vaut la peine. Ça, c'est la règle générale. Puis plus le revenu est bas, plus le CELI va avoir la peine. Évidemment, c'est du cas par cas. Consulter un spécialiste, consulter un PF, un comptable pour vérifier ça. Mais c'est juste la fonctionnalité fonctionne comme ça. OK? Le REER, autre point super important qui est vraiment le fun, que les gens connaissent pas trop, c'est qu'on peut contribuer au REER du conjoint ou de la conjointe. OK? Donc, admettons, monsieur ou madame, on va prendre madame, tiens, madame gagne, madame est médecin, elle gagne 400 000 par année, elle est incorporée, mais elle se déclare 200 000 de revenus par année personnels. Puis, monsieur gagne, je sais pas moi, il gagne 50 000 par année. Bon. Fait que la madame pourrait décider de contribuer au REER de monsieur. Madame va avoir la déduction fiscale à genre 50% d'impôt. Donc, mettons qu'elle prend 15 000 au nom du gars, va avoir un taux d'impôt de à peu près 50% du 15 000. L'argent va tomber dans le REER de monsieur, puis c'est monsieur un jour qui va le retirer. Fait qu'on vient fractionner le revenu à la retraite pour que les deux aient à peu près un revenu similaire, pour qu'au niveau fiscal, ça soit plus avantageux. Puis dans le fond, ça fait en sorte que, tu sais, la madame, elle a cotisé au REER du monsieur, puis le monsieur, si madame avait eu toutes les REER, mettons, la madame, elle a toutes les REER à la fin, puis c'est juste elle qui retire des REER pour vivre à la retraite, faut qu'elle retire plus, tu comprends? Mm-hmm. Fait qu'elle va payer plus d'impôts. Tandis que si les deux ont des REER puis ils retirent un petit peu chacun de leur bord, ben ça fait en sorte qu'on va payer moins d'impôts au bout de la ligne. OK. Tu me suis? Ouais. Fait que ça fait un peu le tour du REER. Il y a d'autres choses là, pour l'éducation, tout ça, mais je parlerai pas de ça. Le rap qui t'intéresse peut-être un peu plus. Dans le fond, tu sais, là je parle beaucoup, là, tu m'arrêtes si moi quand je parle, je décolle. C'est parfait. Fait que pour le rap, évidemment, bon, les gens connaissent le rap au Québec en général. Ils connaissent, mais je peux te dire que c'est pas tout le monde qui le connaît bien. Je comprends. Je fais souvent face à des questions de comme comment que je dois, mettons juste avoir l'argent dans ton REER depuis 90 jours, par exemple. C'est tous des petits détails que les gens savent pas, fait comme finalement je pourrais pas rapper, tu sais. Ouais. Ben j'invite les gens, OK, j'invite les gens si vous voulez vraiment avoir tous les critères pour le rap là, c'est super simple, OK, tu vas sur Google, tu marques formulaire T1036. OK. Il y a je pense 7 ou 8 questions, tu réponds aux questions puis ça te guide directement c'est quoi les étapes, puis t'as-tu le droit ou t'as pas le droit. OK, formulaire T1036 te donne les critères pour être admissible au rap. OK. Je mentionne aussi que je ne fais pas de rap. OK, je n'en fais pas, donc ne m'appelez pas pour faire un rap, mais je peux vous dire un peu c'est quoi. Donc évidemment, le rap part du REER. Donc évidemment, plus le revenu est élevé, plus ton revenu personnel va être élevé, plus le rap va avoir la peine, parce que ton retour d'impôt sur la contribution va être plus élevé. Fait que, exemple du rap, ça te permet de, mettre jusqu'à 35 000 $ dans le rap. Tu vas avoir un retour d'impôt parce que tu contribues dans un REER. Puis le retour d'impôt, dans le fond, ben tu peux tout ressortir l'argent net d'impôt. Mettons, tu as mis 30 000, plus le retour d'impôt. Donc, tu prends tout ça, tu peux le sortir pour acheter une maison. Bon, toi, tu connais le principe. Fait que, évidemment, il y a la twist du 90 jours. L'argent doit être dans le REER pendant 90 jours avant de pouvoir effectuer le REER, sinon ça marche pas. Autre chose qui est vraiment cool, que c'est pas tout le monde qui sait, c'est le prêt pour effectuer un REER. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à ça. Souvent, les gens n'ont pas de liquidité. C'est rare, les gens, là, dans les débuts, qui ont ramassé 35 000 de côté pour, tu sais, faire surtout, un rap. mettons, je me mets à la position d'un premier acheteur, par exemple. Ouais, là. exactement. Fait que, moi, mettons, j'en ai un que j'ai fait là, dans le temps que j'en faisais. Je me suis dit, il était dans la vente automobile, puis il gagnait un revenu 140-150 000 par année. Il avait jamais acheté une maison. Il avait pas la liquidité pour mettre dans le REER là, pour faire le rap. Fait qu'on a fait un prêt, tout simplement. Donc, on emprunte à la banque. On vend les programmes. Des fois, c'est avec des 2B. Des fois, c'est peu importe qui te fait le prêt. Fait qu'on mettons qu'on te prête 30 000. OK? Tu l'as pas, là. On te le donne. On te prête 30 000. Tu le mets dans ton REER. T'attends 90 jours. Ton 30 000 va te donner, lui, ça va donner un retour d'impôt. Mets-le à 45%, là. J'ai pas le calculette dans ma tête, là. Ou mets-le à 50%, OK? Donc, il a reçu 15 000 en retour d'impôt.
plus son 30 000 de prêt. OK? À la fin du 90 jours, il a payé 3 mois d'intérêt, donc c'est-à-dire c'était rien, 3 mois d'intérêt. Du 30 000 qu'il a emprunté. Exact. Après ça, il a remboursé le prêt. Donc, il a retiré le réel libre d'impôt, il a remboursé le 30 000, donc il n'y a plus de dette, il a payé peut-être 300 pièces d'intérêt. Mais il y a eu 15 000 pièces carrément donné pour mettre en cash down. Fait que c'est vraiment une belle stratégie. Évidemment, après ça, tu dois le rembourser dans ton REER, donc tu as 2 ans de congé, puis après, tu dois le rembourser sur 15 ans. Exactement. C'est un super de beau programme. Pas bon pour tout le monde, malheureusement, parce que les gens qui ont des plus petits revenus, ça vaut moins la peine, donc le retour d'impôt va être moins élevé. Donc, c'est du cas par cas. Mais je le conseille, le RAP, là, aux premiers acheteurs là, qui ont des bons revenus. Pour moi, là, c'est un go. Là, il y a le CELIAP qui s'y met de la partie. Donc, le CELIAP qui est super bon. Là, je n'en fais pas non plus. Je suis pas spécialisé là-dedans parce que j'en fais pas avec ma clientèle. Mais tu sais, 8 000 par année, t'as un peu le même effet que le RAP, mais t'es dans un CELI. T'as une déduction fiscale quand même, puis t'as pas à le rembourser. Fait que, très, très beau projet que le gouvernement a mis en place, évidemment. Fait que tu peux je pense que tu peux mixer les deux là, dans une transaction. Fait que deux stratégie efficace pour les premiers acheteurs pour acheter. Je te donne un exemple de contexte. Ouais. 25-30 ans, j'ai de l'argent dans un compte chèque. Ouais. Je veux justement commencer soit à optimiser mon CELI. Est-ce que je suis mieux de tout mettre l'argent d'un coup dans le CELI ou je suis mieux Je comprends. de faire des paiements mensuels? Un montant que j'aimerais possiblement investir dans des placements, par exemple. Outre le fait que ce soit un CELI, un REER, est-ce que je devrais placer ce montant-là d'un coup ou bien si je devrais faire comme des paiements automatiques? Je pense à CELI REER parce que je me dis, bon, ben, c'est les premiers comptes que je pense je comprends. indirectement. Fait que dans le fond, mon opinion là-dessus, OK, si on se fie aux statistiques, si on se fie à depuis que la bourse existe, tout ça, OK, là, je veux pas dire n'importe quoi, donc, OK, je vais dire un pourcentage, là, que c'était à peu près ça, là, OK? On y va dans un approximatif. De mémoire, c'était 87% sur toute réserve. 87% du temps, t'as été mieux de placer ton montant d'un coup que d'y aller par tranche. OK. Donc, évidemment, dans des périodes que ça vient de planter, que ça plante à court terme, t'aurais été mieux de placer en tranche, on s'entend? Mais, dans le fond, c'est deux bons moyens. T'sais. Moi, j'en veux pas aux gens qui veulent placer tant par mois. Mettons, tu as 100 000 à placer. Tu me dis, écoute, j'aimerais ça l'investir sur 5 mois. J'aimerais ça mettre 20 000 par mois pendant 5 mois pour faire mon 100 000. C'est correct. Surtout dans un contexte qui est volatile, par exemple, comme depuis, mettons, 1 an, 2 ans. Tu sais, c'est difficile, là. Honnêtement, les marchés, c'est pas facile à saisir avec les taux d'intérêt, l'inflation, la guerre, tout ça. C'est pas évident, là, un client qui t'arrive, je sais pas, moi, il y a 1,5 million à placer, 1,5. Puis là, tu sais, tu veux aussi gérer, c'est pas juste les résultats, en fait, tu veux gérer l'expérience du client. Tu sais, nous autres, les clients, ils placent 1,5. Le marché, en dedans de, je sais pas moi, d'un mois, il a perdu 12%, tu sais, c'est comme... Exact. C'est pas tant le fun, là. C'est pas une belle expérience. Même si toi, tu sais que ça va remonter, pas une belle expérience. Pas de contrôle là-dessus, toi, là, comme PF. Comment? T'as pas de contrôle là-dessus, non, là, tu sais? Non. Moi, je fais mon maximum, là. Exact. Les clients, ils savent, on fait notre maximum, on fait toute le due diligence. Hier, j'ai passé la journée avec Mackenzie, placement Mackenzie, une journée au complet au Sheraton de Laval pendant comme de 9h30 le matin jusqu'à 4h. C'était déjà Sandra qui parlait. On avait le input sur l'économie en général, tout ça. Fait qu'on se renseigne, tout ça, on fait des choix. Mais à the end of the day, on n'a pas le contrôle sur ce qui peut arriver. La COVID, on l'a pas vu venir. La guerre, il y a des affaires qui arrivent qu'on n'a pas le contrôle. On fait notre max, mais on n'a pas le contrôle sur les rendements. On fait notre possible, puis il y a des choix à faire pour maximiser le potentiel. Mais bref, tu comprends? Fait que t'es plus d'avis de placer d'un coup. Ouais, ça dépend du contexte. Okay. Ça dépend de l'âge du client, tolérance au risque. Ça dépend de plein de choses. Il y a des facteurs à considérer, c'est ça. Si sûr. t'enlèves tous les facteurs, tu serais plus d'avis comme ça. Quand je te dis, moi je vois avec les odds, t'es mieux d'y aller all-in que d'y aller temps par. Mais si t'as pas le montant, tu sais, il faut que tu commences quelque part. Fait c'est bien évident que la plupart des gens font des contributions, tu sais, ils mettent temps par mois, puis le gars qui s'est ramassé ou la fille qui s'est ramassé 800 000 à la retraite, ben son 800 000, il l'a pas mis d'un coup, là, il l'a ramassé, tu sais, temps par année, temps par mois, temps par semaine. Puis ça te fait un beau coût moyen, ça te permet de comme diminuer ton risque, moins de volatilité, tu sais, moi, mettons, on en parlera tantôt, mais tu sais, on a utilisé un peu l'effet de levier dans les dernières années. On a fait des prêts aux clients pour qu'ils investissent. Puis je te dirais que quand ça commençait à chauffer, la plupart des clients, on rentrait par tranche. Puis c'est même moi qui le proposais. Donc, le 100 000, on rentrait par exemple en 5 tranches de 20 000, puis on a fait une bonne affaire. On était dans le 13% que ça valait la peine de le faire. Pour de vrai, là, on l'a fait, puis ça a fonctionné. Les pertes ont été beaucoup moins élevées que ça on l'avait pas fait. Je comprends. C'est un peu ça. Puis, mettons qu'on parle d'un sujet complètement à part, puis je t'emmène dans les assurances, parce que t'es extrêmement calé également dans les assurances. Assurance hypothécaire, assurance vie. C'est quoi ton avis là-dessus?
Ben écoute, là, tu me mentionnes l'assurance hypothécaire, qui est comme le sujet, mettons, en général, tu sais, que tu vas, même toi, dans ta job de courtier immobilier, c'est probablement ton sujet le plus chaud que tu peux aborder en termes d'assurance pour les gens avec qui tu travailles. Souvent, les gens savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Exact. Ils savent pas. Ils arrivent à la banque, tu sais, mettons, moi, je me remets dans la peau de quand j'ai acheté ma première propriété. J'étais excité, j'étais tout content, tu sais, j'arrive à la banque, financement, t'es tout content, tu sais. Moi, j'avais un père qui m'avait expliqué l'assurance avant, fait que je savais quoi faire, mais, tu sais, je peux me mettre dans la peau des gens qui sont vraiment comme excités. T'es heureux, t'as pas envie de gosser, t'arrives à la banque, t'es tout excité, puis là, ben, le banquier, il commence à jaser, puis voici le prêt, puis tout ça, puis là, hey, vous pensez, tu sais, si jamais il arrive de quoi, vous voulez pas laisser l'autre dans le trouble, fait que voici l'assurance hypothécaire qui est offerte, tout le monde prend ça, nanana, tu vas couvrir tes paiements si t'es invalide, tout ça. Aucune vérification qui est faite en général dans les banques, donc on va juste assurer le prêt, assurance vie, assurance invalidité pour couvrir les mensualités, puis couvrir le solde hypothécaire. Fait les gens, en général, ne se posent pas tant de questions, pensent qu'ils sont quasiment obligés de prendre ça. Souvent, les gens pensent qu'ils sont obligés de prendre ça. Ils sont pas éduqués, en général. Ils savent pas, puis c'est bien correct. Ben, c'est bien correct. Je peux pas en vouloir à ces gens-là, ils savent pas. Le monde, ils savent pas. Puis évidemment, le lobbying des banques veut pas que les gens le sachent non plus. Fait que ça fait en sorte qu'on a une majorité des gens qui sortent de la banque avec l'assurance hypothécaire, qui est le produit bancaire, qui est le produit d'assurance que la banque, que ton prêteur va t'offrir. OK? Fait que vous avez le choix dans la vie, tout le monde, madame, messieurs, vous avez le choix de prendre l'assurance hypothécaire de la banque ou d'aller voir un courtier. Un courtier, un conseiller en sécurité financière indépendant. OK? Pour assurer votre hypothèque ou ne pas l'assurer. Parce que l'assurance hypothécaire, dans bien des cas, elle n'est pas obligatoire. OK? Ce que les gens ne savent souvent pas. L'assurance habitation est obligatoire quand tu pars chez le notaire, de quoi de même. L'assurance hypothécaire, assurer ton prêt en cas de décès ou invalidité, des fois, ça l'est, dans des dossiers plus corpos, ces choses-là. Au niveau personnel, c'est assez rare que c'est obligatoire. Fait que t'es pas obligé de l'apprendre. OK? T'es pas obligé de l'apprendre, t'es pas obligé non plus de l'apprendre avec ta banque. Tu peux l'apprendre avec un conseiller indépendant, autonome, qui va faire une job totalement différente que ce que la banque t'aurait fait. OK. Fait que, produit hypothécaire de la banque, ben, ils vont assurer évidemment le solde hypothécaire avec le paiement en cas d'invalidité. Donc, si jamais tu tombes invalide, on va venir payer les mensualités. Puis, si tu meurs, ben, on va venir payer le solde hypothécaire. OK? Donc, si, mettons, l'hypothèque au départ était de 400 000, après, je sais pas moi, X nombre d'années est rendu à 280, tu décèdes, on va payer. La banque va payer 280. Okay? Et non sur la valeur actuelle. Et non, en fait, sur le montant initial, OK, que tu avais pris. Si tu compares, mettons, avec le produit d'un conseiller, comme moi et plein d'autres gens dans ce domaine-là, donc, on va pas parler d'assurance hypothécaire, on va parler vraiment d'assurance vie, assurance invalidité. OK? Fait que, au niveau de l'assurance vie, là, si je compare les deux, OK, dans notre cas à nous, premièrement, le montant d'assurance va être fixe. OK? On a le choix, en fait, là, mais c'est fixe. T'as une hypothèque de 400 000, on va prendre une assurance vie. Évidemment, là, je parle juste de l'hypothèque, là, mais évidemment, les besoins peuvent faire qu'il y en a plus de besoins que 400 000, fait qu'on fait l'analyse complète. Mais si, pour le même montant, nous autres, on va rester fixe. OK? Donc, le 400 ne va pas diminuer avec le solde de l'hypothèque. Tu payes pour 400, on va payer 400. On va te donner 400 s'il y a eu un décès. À la banque, c'est un conjoint premier décès. Ça veut dire que, admettons que un couple, OK, ils s'assurent à la banque pour leur hypothèque. Si monsieur décède, on paye l'hypothèque, c'est fini. Il n'y a plus de produit en vigueur. OK? Nous autres, c'est une assurance individuelle sur chacun des deux têtes. OK? OK. Fait que monsieur est assuré, madame est assurée. Assuré pour 400, les deux meurent en même temps d'un accident de char, on va payer 800. Madame meurt, monsieur reste assuré, sa vie est pas finie, il peut retrouver une autre bonne année, il peut acheter de quoi, demeure assuré. Donc, on a le double d'assurance. OK? Après ça, le point le plus important, c'est que dans le fond, en t'assurant avec ta banque, ton assurance, ça va être liée avec ton hypothèque. OK? Si tu prends ton hypothèque chez Desjardins, tu prends l'assurance Desjardins, ça vient ensemble. OK? Fait que si dans 5 ans, tu t'en vas voir ton courtier hypothécaire qui te dit que le meilleur taux puis le meilleur plan pour toi, il est rendu chez BMO, ben là, tu cancelles l'hypothèque Desjardins, tu t'en vas chez BMO. Ton assurance, elle vient de se canceller automatiquement parce que tu as cancellé le prêt. Tu arrives chez BMO. Faut que tu te réassures. Ça recommence. Tu as vieilli de 5 ans. Tu as peut-être eu des bobos, des maladies, des Mensualités vont accidents, changer, des ci, des ça. Tes prix montent automatiques parce que tu es rendu plus vieux. Tu peux ne plus être assurable parce que tu arrivé une bad luck, quoi que ce soit. Fait que si t'es plus assurable, ben, tu vas être obligé de rester avec ton prêteur, ton ancien prêteur, avec le gros taux d'intérêt qui te chargeait, qui était pas avantageux pour toi. Puis, si jamais tu changes, tu es encore en bonne santé, ben, le prix va avoir augmenté aussi parce que tu vas avoir vieilli de 5 ans.
Puis c'est un processus à refaire tout le temps et continuellement. Et c'est pas le fun de parler d'assurance. Le monde n'aime pas ça. T'sais. Moi, j'en parle, c'est ma job, mais c'est pas un sujet le fun. Les gens aiment pas ça, magasiner ça, c'est pas le fun. Avec un conseiller, t'apprends une fois, on établit tes besoins. Évidemment, dans le futur, on peut faire des modifications si t'as besoin, un besoin monte, peu importe. Mais t'apprends une fois, puis elle va te suivre. Mettons, moi, le client, son hypothèque est chez TD. Je vais à une assurance hypothécaire chez Beneva, chez Industrielle Alliance, chez n'importe où. Elle est distincte du prêt. Fait que si le client change de banque, il arrive avec sa police d'assurance de n'importe où, puis il dit « Hey, je suis assuré, tard, il fait le tour. Ta prime reste, ta prime est garantie. Dans les banques, la prime n'est pas garantie. La prime est garantie, tu te casses pas la tête, c'est réglé. » Puis là, je vous ai dit quelques effets positifs de prendre avec un conseiller. Malgré tout ça, on est moins cher. Fait que cherche-moi pas, là, genre, les gens, ils le savent pas, mais vraiment, t'es à la banque, là, pis, tu sais, je veux pas faire de guerre avec la banque, là, mais pour de vrai, c'est écrit partout, là, ils disent partout, ne pas t'assurer avec ta banque pour ton hypothèque. T'es plus cher, t'es moins bien couvert, puis en plus, la personne qui va te faire l'assurance n'a pas de permis d'assurance, ok? Il est pas conscient de sécurité financière. Il n'analysera pas ta situation. Il va jamais te dire, t'en as pas de besoin. Parce que monsieur a un collectif chez Hydro-Québec, puis il est déjà couvert dans le tapis, il en a pas besoin. Moi, je le dis des fois aux clients, t'en as pas besoin d'assurance salaire. T'es dans une compagnie, ton collectif, il te paye 90% de ton net, t'as 80% de ton net en cas d'invalidité. T'en as pas besoin d'assurance invalidité. Prends la peau, t'en as pas besoin. Fait que c'est des affaires que nous autres, on va analyser plus loin, on va prendre en compte, y a-tu des enfants à charge, on regarde tout, on fait un beau plan, analyse les besoins financiers pour vraiment déterminer, t'en as-tu besoin? Oui. Combien t'en as besoin? T'en as pas besoin? Voici, t'as économisé temps. La façon de s'expliquer, c'est très clair, puis ça devient logique de faire comme, ben là, je vais aller voir un conseiller, tu sais, parce que j'ai l'impression que les jeunes n'ont peut-être pas pris le temps de bien s'éduquer par rapport à ça, puis comme que tu l'as si bien dit, ils veulent pas le faire, ils aiment pas ça. Pas le fun. C'est pas un domaine qui est comme attirant, tu sais. Fait que le monde sont comme, tu sais, je vais pas trop passer de temps là-dessus, mais l'assurance invalidité, mettons, tu vas chez Desjardins, OK? L'assurance, il y a un guide qui s'appelle le guide de l'adhérent qui te remet quand tu signes une hypothèque puis tu prends l'assurance. Guide de l'adhérent. Tu t'en vas à la section assurance invalidité. Premièrement, à la deuxième page, je pense, c'est écrit que l'AMF se dégage de toute responsabilité de ce produit-là. C'est écrit deuxième ou troisième page ou à la fin. L'AMF n'est pas responsable parce qu'évidemment, c'est pas émis par des conseillers comme nous. Fait que l'AMF s'enlève de là. Puis à la page d'invalidité, par exemple, ce que les gens savent pas, c'est que eux autres, ils vont te dire, si tu es invalide, on va te payer jusqu'à 65 ans tant que tu demeures invalide. Okay. Ce qu'il faut que tu vérifies, c'est quoi être invalide? C'est quoi la définition d'invalidité? C'est quoi les conditions? Dans le contrat. Exact. Chez Desjardins, par exemple, qui est comme l'exemple aberrant, là, mais c'est vraiment ça, puis la plupart des gens au Québec sont avec eux. Donc, en invalidité, OK? Ça dit, c'est écrit noir sur blanc, là. Pour être déclaré invalide chez Desjardins, donc pour les 24 premiers mois, donc pour ton 24 premiers mois d'invalidité, tu dois être incapable d'effectuer les principales tâches de ton travail et être sous les soins d'un médecin à cause d'un accident ou d'une maladie. OK? Ça, c'est standard. Partout, c'est le même. Premier 24 mois, c'est ça la définition. Donc, si tu réponds à ça, ils vont te payer. La conseiller va... Écoute, ils donnent à voir qu'ils font bien leur job pis qu'ils le disent, là, mais je pense que c'est rare qu'ils vont le dire, qu'au bout de 24 mois, pour continuer à être invalide, tu dois être incapable d'effectuer tout travail rémunérateur. Ça, c'est écrit dans le guide. Tout travail rémunérateur. Fait que là, pour qu'ils continuent à te payer après 2 ans, pose-toi la question, faut que tu sois incapable d'effectuer tout travail rémunérateur. Fait que, admettons que t'es plombier, puis que finalement, ben, tu pourrais aller dans une classe puis enseigner assis sur une chaise puis juste enseigner. Tu vas y aller. Tu vois? Ils vont arrêter de te payer. Fait que faut vraiment que tu sois vraiment invalide pour qu'on te paye, tu sais. Tu comprends? Fait que, bref, c'était un peu mon 2 cents sur les assurances hypothécaires. J'invite fortement les gens qui écoutent là à regarder ça. Si vous êtes assuré avec votre banque, votre caisse, vérifiez ça parce que probablement que vous payez trop cher et vous n'êtes pas bien couvert. Puis est-ce que toi, tu as une partie pris par rapport à l'invalidité ou le salaire au niveau des assurances? Ben, pour l'assurance invalidité, en fait, c'est ça, il y a comme 2 produits, tu sais. Donc, c'est sûr que pour moi, puis je le dis tout le temps, je répète ça quand même un peu partout à mes clients, je répète ça à tout le monde, l'assurance la plus importante, c'est l'assurance invalidité. L'assurance salaire, OK? Parce que quand on parle d'invalidité, c'est qu'on vient parler d'une assurance qui vient te couvrir si tu tombes malade ou tu as un accident puis que tu n'es plus capable de travailler. OK? Dans ce type de produit-là, il y a 2 produits. Il y a l'assurance crédit invalidité puis il y a l'assurance salaire. OK? L'assurance salaire, c'est la plus importante. OK? Je pense qu'on devrait rendre ça quasiment obligatoire, là. Quasiment obligatoire, comme l'assurance d'auto, là, l'assurance d'auto. Parce que honnêtement, je trouve ça inconcevable qu'il y ait des gens qui travaillent, qui ont des familles, puis que s'il arrive une bad luck, tout s'écroule. Tu peux être invalide
du jour au lendemain, là, tu sais, je t'en parlais tantôt, là, en tout cas, tu sais, moi, en ce moment, j'ai un accident de voiture, le 17 décembre, j'ai un accident d'auto, puis, tu sais, j'ai une fracture de la colonne vertébrale, ma L1 était brisée, toujours brisée d'ailleurs, j'ai eu des vis, fait que, tu sais, c'est accaparant, j'ai un job de bureau, en ce moment, je suis comme invalide partiellement parce que je suis capable de travailler, mais je travaille, tu sais, c'est plus tough, là, tu sais, le matin en me levant, je prends 2-3 heures à me préparer, c'est plus compliqué. Mais, tu sais, j'ai une note de bureau. Quelqu'un qui a une job plus physique, ça t'arrive un accident comme ça, tu peux plus travailler, là. Maintenant que je suis là, tu peux pas travailler physique, là. Tu peux pas te pencher. Fait que ces affaires qui peuvent arriver, ça peut être une maladie ou un accident. Fait que je pense que, puis il y a tu sais, on peut faire une genre de comparaison. Dans le fond, t'assures ta capacité à gagner un revenu. Ouais, j'aime ça. T'assures ta capacité à gagner un revenu. Fait que ta machine à cash dans la vie, là, c'est toi. C'est toi qui travailles pour générer de l'argent pour faire vivre ta famille, pour acheter des choses, faire des projets, des voyages. Bon. Fait que ça, là, t'assures ton char, t'assures ta maison, mais ta capacité, dans le fond, à tout faire ce que tu veux dans la vie, tu ne l'assurerais pas, comme. Fait que je trouve que c'est un no-brainer. Assurance salaire, OK, c'est vraiment qu'on vient assurer une partie de ton salaire, un pourcentage. Ça, souvent, c'est ce qu'il y a dans les assurances collectives au travail. Tu travailles avec le gouvernement, tu travailles, t'es infirmière, t'es prof, t'as une assurance collective avec Beneva en général, puis eux, ils vont te couvrir si tu tombes invalide. OK, évidemment, il faut regarder les pourcentages qui sont couverts. Donc, tu sais, faut que tu regardes avec ton coût de vie, est-ce qu'avec ces montants-là, tu penses que tu peux arriver ou non? OK? Fait que ça, c'est l'assurance la plus importante. Puis là, il y a plein de produits, il y a des produits garantis, non garantis. Ça, on fait le tour. L'assurance crédit invalidité, c'est le produit, en fait, qu'ils vont vendre dans les banques, mais que nous aussi, on peut offrir. C'est vraiment une assurance qui va venir couvrir une dette. Fait que si le client n'a pas de dette, on peut pas vendre ça. On va vraiment, comme, mettons, tu as un paiement hypothécaire de 2 000 par mois, ben, on peut venir te vendre une assurance crédit invalidité de 2 000 par mois, que si jamais t'es invalide, on va venir payer ton hypothèque. OK. Tu me suis? Ouais. Fait que c'est moins complet. Les définitions d'invalidité sont moins sharp que dans les produits comme d'assurance salaire. Moi, je travaille beaucoup avec des produits garantis en assurance invalidité. Mon père me disait dans le temps, là, s'il y a un produit avec lequel tu peux t'obstiner avec un client puis perdre sa confiance, c'est de l'assurance salaire parce que ton client, probablement, il est vivant. Il est pas mort. Fait que si ce que tu as vendu, c'était de la cochonnerie puis qu'ils veulent pas le payer, ben, tu sais, tu comprends. Fait que j'essaie toujours de vendre des produits. Regarde, moi, là, en assurance salaire, je conseille vraiment, vraiment, vraiment aux gens en général, OK, ça va être avec RBC. OK. Parce que RBC, je trouve que ils ont le meilleur produit sur le marché. Il y a du cas par cas des fois. Je suis assuré là, mon père, tu sais, on est tous assurés là, puis c'est le produit que je conseille à mes clients parce que je trouve que c'est un bon produit. Puis regarde, moi, mon père est invalide, il se fait payer. Moi, j'ai vécu l'expérience récemment, ça va bien. T'es bien placé pour. Je suis très bien placé pour parler, puis j'ai aucune plug avec RBC, là, je fais juste le mentionner parce que, regarde, je m'en fous, en fait, de le mentionner. Fait que, tu sais, on y va vraiment selon, justement, j'ai accès au produit que je veux, là, tu sais. Fait que, moi, je juge que c'est lui qui est le top, je vais offrir celle-là. Fait que, assurance salaire, bon, super important. C'est vraiment l'assurance la plus importante. C'est vraiment pertinent de la façon que tu l'expliques, puis je trouve que de la façon que tu l'expliques, ça l'emmène un choix relativement assez clair aussi. C'est clair, ouais. C'est sûr que je vais aller prendre un produit comme ça si je me l'ai bien fait expliquer, puis c'est principalement ça ce que tu fais toi. Puis si mettons que je t'emmène vers une autre branche pour voir aussi ton avis par rapport à ça, l'imposition sur les gains en capital, les immeubles à revenus, c'est des questions que j'ai souvent avec mes clients, puis je trouve ça pertinent de te poser cette question-là, toi comme PF. OK. Bon, tu deals avec des gens à tous les jours là, dans ce milieu-là. OK, moi, c'est sûr que c'est pas à tous les jours, mais évidemment, j'en ai là que je dois dealer avec ça. Puis bon, quand ça vient comme très, très complexe, évidemment, bon, j'ai des gens avec qui je peux me fier pour référer. Imposition par rapport à, mettons, immeuble locatif, ces choses-là, OK. Faut comprendre évidemment que bon, c'est un bien qu'on a acheté dans le but de faire du revenu. C'est pas notre résidence. En général, là, je parle de si tu l'habites pas, là. C'est un bien que t'as acquis pour pas l'habiter. Donc, ça ne se qualifie pas pour une résidence principale. Donc, évidemment, ta résidence principale, ta maison, ça peut être une résidence principale, en fait, on a le choix mettons, t'as une maison, t'as un chalet. T'as le choix, ça, les gens ne savent pas. De déterminer lequel. T'as le choix de déterminer, puis une belle formule que tu peux appliquer avec ton comptable pour savoir laquelle vaut le plus la peine. Donc, tu pourrais dire, en 2015, 2016, 2017, je vais déterminer que c'était mon chalet, ma résidence principale. 2018, 2019, 2020, ça va être mon condo. Puis, tu comprends? Donc, tu peux déterminer avec des calculs qu'est-ce qui vaut le plus la peine, lequel qui a le plus gros gain capital par année dans ces années-là, puis tu détermines lequel vaut le plus la peine. Ceci étant dit, pour les immeubles locatifs, OK, les immeubles locatifs, il n'y a pas 25 000 solutions, là, OK? Donc, évidemment, au niveau fiscal, si jamais tu revends la bâtisse,
Tout le monde comprend ça, que tu vas avoir t'as payé à la bâtisse 500 000, t'as arrivé à 1,5 million, t'as un gain en capital de 1 million. Le gain en capital va être taxable seulement à 50%, donc tu vas avoir 500 000 imposables. 500 000 fois ton taux d'imposition, mettons que c'est 50% parce que tu es à 500 000, 250 000 d'impôts. Donc, au taux marginal, au taux le plus élevé, là, tu vas payer grosso modo 25% d'impôts sur ton gain. OK. OK, si tu revends un immeuble avec du profit. Évidemment, bon, il y a, à chaque année, tu peux avoir des revenus locatifs qui vont rentrer, qui vont être taxables si tu l'as au personnel, qui vont être taxables comme du revenu, comme du salaire, en fait, là. C'est taxable à 100%. Tu vas avoir des dépenses que tu vas pouvoir offsetter. Donc, si tu as des dépenses d'assurance, d'entretien, de ci, de ça, tu peux les offset ensemble. Puis quand tu dis offset, c'est de pouvoir les utiliser pour justement... Pour diminuer, mettons, tu as fait 10 000 de revenus, tu as 10 000 de pertes, ben ça fait 0. OK? Fait que, bref, tu peux utiliser ça pour faire, pour venir diminuer ton revenu imposable par année sur ton revenu locatif. Il y a aussi l'amortissement, que les gens, des fois, bon, ça, c'est plus savoir que ton comptable à chaque année, là, tu pourrais dire que tu prends oui ou non de l'amortissement sur ta bâtisse. Là, je veux pas embarquer là-dedans, mais tu peux prendre l'amortissement, c'est une dépense que tu peux te créer. Évidemment, à la revente, il peut y avoir une récupération d'amortissement, puis que là, à la revente, non seulement tu vas avoir le gain capital, mais tu peux avoir une récup d'amortissement. Allez voir votre comptable si c'est votre cas, OK, j'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui. Mais bref, il y a de la fiscalité à prendre en compte là-dedans. On peut aussi regarder, je l'ai vendu cette année, mon immeuble, ou je l'ai vendu l'an prochain? Est-ce que cette année, je vais avoir un gros revenu, l'an prochain, un plus petit revenu? Donc, tu sais, on peut essayer de timer la vente va se faire quand. Si cette année, j'ai déjà vendu un immeuble avec un gros gain, ben, je suis peut-être tenu de vendre ma prochaine l'année prochaine pour, Exact. tu sais, relayer l'impôt, la reporter à l'année prochaine. En fait, tu vas la reporter à tes impôts de l'autre année d'après, donc tu la reportes d'un an et quart. Fait que ça peut avoir la peine. Aussi, les gens, ce qu'ils pensent pas des fois, c'est que si jamais tu as eu des pertes en capital dans le passé, mettons, je sais pas moi, tu as acheté un bien, puis il a perdu de valeur, puis tu l'as revendu. Les pertes en capital, c'est reportable, OK, dans le passé. Intéressant. 3 ans en arrière. Les cours de fiscalité, ça, à l'université. 3 ans en arrière et à l'infini dans le futur, si je me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Donc, si tu as eu une perte, admettons, t'as une perte de 10 ans, 100 000, ben, tu peux la reporter. Si cette année, tu as eu un gain de 100 000, tu pourrais la reporter et la offsetter, donc tu n'auras aucun impôt à payer sur ton gain de cette année-là. Ah, ouais. Ça, Okay. c'est pas juste avec les ça, j'étais pas au immobiliers. courant. Tu peux les faire avec, tu as eu des pertes sur des actions dans des comptes non enregistrés, tu as eu des pertes, donc, des pertes en capital, reportable 3 ans dans le futur, à l'infini 3 ans dans le passé, à l'infini dans le futur. C'est en plein ça, donc tu peux les offset. OK. Ben, c'est très intéressant. Ouais. Puis j'aimerais finir là-dessus, sur ton avis du contexte actuel, contexte économique, inflation, taux d'intérêt, sans nécessairement te prononcer toi, mais comment que tu files ça en ce moment? Ouais. En ce moment, ben écoute, c'est le sujet chaud, hein. Ouais. Tu t'en fais parler sûrement, tout le monde en parle. Tu sais, s'il y a un sujet que les gens ils ont appris, un mot que les gens ont appris dans la littératie financière, c'est le mot inflation. Ouais. Puis taux d'intérêt, donc évidemment, on vit dans un contexte actuellement qu'on n'a pas été habitué dans les 20 dernières années. Donc, on a été habitué vraiment depuis qu'on est né, là, on a à peu près sensiblement la même âge. C'était des baisses de taux, stimulus économique. Donc, le monde, il se leverage, il emprunte. Tu sais, ça, c'était vraiment une époque de croissance que les gens faisaient de l'investissement beaucoup. En ce moment, ben, c'est un peu le contraire. Donc, on a vu le taux d'intérêt à cause de l'inflation qui a monté en flèche, qui a atteint 9,4% aux États-Unis. L'inflation qui a explosé. Donc, les gouvernements, comme outil, ce qu'ils peuvent faire avec leur politique monétaire pour freiner l'inflation, ben, l'outil numéro 1, c'est de monter les taux d'intérêt pour venir freiner justement la croissance, venir freiner les dépenses pour ramener l'inflation à un niveau plus normal. Ouais, je pense que vous avez le 2, le 3. Le 2, c'est la visée de la Banque du Canada. Mm-hmm. La cible, évidemment, en ce moment, on est entre 3 et 4. Là. Hier, il y a eu le rapport, avant-hier. L'inflation a encore un petit peu monté. Là. Il avait descendu, mais ça a remonté un petit peu. C'est pas en lien avec le prix de l'essence? Ouais, le prix de l'essence, le prix du pétrole, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, il y a plein de facteurs là, qui jouent sur l'inflation. Fait que, tu sais, c'est un sujet qu'on a de la misère à se positionner parce qu'évidemment, la Banque du Canada a dit des choses, puis des fois, c'est juste pour comme... Tu sais, elle avait dit qu'il y aurait plus de hausse à un moment donné, puis là, le monde avait comme pricé ça. Finalement, il y a eu d'autres hausses. On pense, selon les analystes que moi je rencontre, on pense qu'au Canada, les hausses de taux seraient terminées. Il y en aurait peut-être une maximum, mais sinon, ça serait pas mal, on est pas mal au pic. Aux États-Unis, peut-être plus de chances qu'il y en ait d'autres. On pense qu'au Canada, plus de risques de récession qu'aux États-Unis, parce qu'on est plus sensible au taux d'intérêt au Canada. On est plus endetté. Beaucoup d'impact ici.
aux States sont comme sont plus solides en ce moment. Là. Donc, les taux d'inflation vont moins affecter. Puis, tu sais, oui, l'inflation a monté beaucoup, mais elle a pas rentré dans du restrictif. Donc, les gens, oui, il y avait de l'inflation, mais les gens n'ont pas commencé à se priver. Tu sais. Les gens ont continué à dépenser. Là, on vient de rentrer depuis à peu près 2 trimestres dans de l'inflation qui est restrictive, puis on le ressent. Les gens sont plus, tu sais, ils font plus attention. Tu sais, ça va ralentir. Là. Moi, je m'attends à un ralentissement économique, mais c'est pricey. Tu sais, les marchés, mettons, les marchés boursiers ont déjà pricé cette information-là, c'est déjà connu. Fait que je pense, malgré tout ça, qu'on s'en va quand même. Puis en général, les marchés boursiers vont réagir à l'avance. Donc, on a déjà pricé le négatif. Je pense que, tu sais, il reste un peu de chambranlement, là, mais tu sais, je pense qu'après ça, 2024, à partir du 2e semestre, on s'attend les prédictions disaient justement qu'en 2024, ça devrait possiblement diminuer puis qu'on pourrait... Ouais. Il y en a qui parlent de baisse de taux en début d'année. Moi, je suis plus comme 2e semestre, là. OK. Mais bref. Fait que oui, c'est un contexte qui est quand même tough, surtout nous autres, là, tu sais. Nous, on le ressent, on le voit énormément, juste la différence en termes des paiements mensuels des gens qui avaient il y a 1 an et demi, 2 ans, comparativement aujourd'hui, ben c'est fou, hein? Il y a des grosses différences. Fait que c'est sûr que les acheteurs se retrouvent dans une position que c'est beaucoup plus difficile pour eux d'acheter, puis même les premiers acheteurs, même les 2e acheteurs, c'est tough, là. C'est tough, là. Fait que là, c'est rendu que les gens doivent demander de l'aide aux parents pour pouvoir, pour pouvoir être capable d'effectuer une transaction immobilière, par exemple. Là, c'est clair. Lâchez pas de naviguer là-dedans. Yes. Vous êtes bon, c'est moins, ça a jamais été facile, même quand les taux étaient bas. Vous avez travaillé une shot, là. C'était le contraire, là. T'avais de l'ouvrage, mais tu travaillais en titi, des offres multiples, des achats et tout. Là, c'est ça, c'est un autre contexte. Ouais, exactement. Je vais prendre le temps de te remercier. Honnêtement, la façon que tu t'exprimes, les informations que tu as données aujourd'hui, c'est hyper pertinent. Juste le rappeler, si les gens veulent te trouver, c'est où qu'ils vont? Comment ils peuvent communiquer avec toi? Ben, en fait, là, mon site web est comme en maintenance. Là, j'ai mon frère qui travaille là-dessus. Mais il y a mon numéro de téléphone, 514-708-7316. Il y a mon Instagram, CO_Gauthier. Là, tu vas sûrement le mettre sur le truc. Sinon, j'ai mon bureau à Mascouche. Les gens peuvent me texter, m'écrire sur Instagram, m'écrire sur Facebook. Charles-Olivier Gauthier, pas trop dur à me trouver. Mon nom est assez unique. Fait que je veux pas grand monde qui s'appelle comme moi. Fait que voilà. Cool. Ben, merci beaucoup. J'apprécie. Ça fait vraiment plaisir d'être là.